Dans cette vidéo, je vais te montrer le système exact qui m'a permis de publier 5 bandes dessinées en moins de 2 ans et de générer plus de 16 000 € grâce à mes projets. D'accord? Et tout ça en partant de zéro. Donc, ce système-là, je l'ai construit avec Julien Dalle. Julien Dalle, c'est qui? C'est un scénariste, réalisateur et producteur de films et de séries, et notamment la série Wish. Cette série Wish, on l'a adaptée en bande dessinée et on l'a déclinée dans tout un univers, voilà, de bande dessinée qu'on a pu créer ensemble. Ok? En décembre 2025, on était la bande dessinée, tous livres confondus, la plus vendue à la Fnac aux Antilles. Voilà. Et donc, on était vraiment très fiers de ça. On est passé à la télé, à la radio, et on a des personnes qui ont voulu adapter des films, des livres et des bandes dessinées. Voilà, plein d'histoires. Donc, cette vidéo, elle s'adresse uniquement aux dessinateurs qui veulent soit créer un manga, une BD ou un webtoon, terminer un vrai projet concret dont ils sont fiers, ou s'en servir comme preuve de talent pour saisir les opportunités, comme on a vu juste avant. Donc là, cette vidéo, elle est pour toi si tu coches, tu vois, tous ces éléments-là. Par contre, si tu cherches simplement à apprendre à dessiner l'anatomie, la perspective et les bases en dessin globalement, mais cette vidéo, elle est pas pour toi. Ok? Donc, je préfère être clair, comme ça, personne ne perd du temps. Si tu dessines pas, mais que toi, tu as des histoires que tu veux mettre en bande dessinée, alors juste, il y a un formulaire à la fin de cette vidéo, donc c'est dans la description. Ok, tu verras en bas de la vidéo, il y a un formulaire. Si toi, t'es pas un dessinateur du tout, que tu es tombé sur cette vidéo et que tu veux quand même qu'on puisse t'accompagner pour créer ta BD. D'accord? Ok, donc là, on est avec les dessinateurs. Je vais te montrer dès maintenant comment toi, dessinateur, tu peux utiliser ce système pour créer ton propre manga, ta BD, ton webtoon qui est prête à être présenté au monde. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que il y aura un pilier entier qui te permettra pas juste de terminer une BD, mais d'en faire une preuve concrète de tes compétences et qui est capable de générer de vraies opportunités. Ok? C'est parti. Donc ce système, je l'ai appelé le système Afroca 5P. D'accord? C'est le système qui est en plusieurs piliers. Donc tu vas voir ces 5 piliers essentiels qui vont te permettre de passer de ton idée à la création de ta bande dessinée et même plus loin de professionnaliser ton projet. D'accord? Donc étape 1, ça va être poser les fondations. L'étape 2, ça va être préparer le scénario. L'étape 3, ça va être toute la production de la bande dessinée. Donc là, en général, c'est le travail qui est le plus dense. L'étape 4, ça va être peaufiner et publier. Et le 5e P, c'est professionnaliser ton projet. Donc, tu vas voir, ça va pas être compliqué, mais par contre, il faut vraiment être attentif. Ok? Donc, je t'invite même à prendre des notes au mieux. Ça, c'est un système qui a permis à Laetitia, qui est une de nos élèves à l'Académie Afroca, de passer d'une illustratrice qui était complètement bloquée et qui savait pas, donc, du coup, elle savait pas comment structurer et mettre en scène son histoire et elle savait pas non plus comment valoriser ses compétences dans un projet concret, ok, à une personne qui sait faire un scénario, ok, du storyboard, qui est bien évidemment pensé pour captiver le lecteur, parce qu'on veut pas juste faire une BD pour faire une BD, on veut créer une audience, genre avoir des lecteurs qui apprécient vraiment notre travail et faire de sa BD une véritable preuve de ses compétences. Et surtout, qui est capable d'attirer des maisons d'édition, comme nous par exemple, ou bien de nouvelles opportunités professionnelles. C'est là qu'on arrive au pilier 1. Le pilier 1, c'est poser les fondations. Ok? Les erreurs qui sont faites la plupart du temps, c'est de commencer directement par les chara-design. En gros, tu passes des heures sur la création de tes personnages et quand il faut raconter ton histoire, tu te retrouves avec plein de jolis dessins, tu vois, mais zéro projet défini. Donc, ça, en général, à ce moment-là, tu sais plus quoi faire, tu changes d'idée, donc soit tu ajoutes des idées ou bien tu enlèves des idées, et ton projet, dans ta tête, il devient de plus en plus flou. Ok? Tu as un projet qui est éparpillé, et tu n'es jamais, enfin t'es pas content, tu vois, de ce que tu es en train de produire et tu as l'impression de pas avancer. Et ça, c'est parce que tu n'as pas de direction claire, ok? Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est avant de commencer la production, c'est de clarifier ton projet. Donc, pour clarifier ton projet, tu vas te poser certaines questions. Ça va être pourquoi tu fais cette BD? Ça, c'est ton pourquoi, c'est super important. Qu'est-ce qui te donne envie de faire cette BD? En général, ça, tu le sais déjà. Ensuite, c'est quel message tu veux transmettre à travers ta BD. Donc, si on prend un exemple avec One Piece, tu vois, il y a des thèmes principaux. Ok? Ensuite, c'est quel format? Ça, c'est très, très important. Est-ce que c'est format A4, style bande dessinée franco-belge? Est-ce que c'est un manga? D'accord, que tu vas faire dans le format classique des mangas. Est-ce que c'est un webtoon? Tu vois, quel support tu vas utiliser? Ça, tu as besoin de le définir.
Ensuite, combien de pages? Ça aussi, c'est important. Est-ce que c'est un manga de 180 pages un peu classique ou est-ce que c'est une bande dessinée franco-belge de 48 pages? Ça va changer ta manière de produire, ok? Ensuite, à qui s'adresse cette bande dessinée que tu vas faire? Si je prends l'exemple de One Piece, je prends cet exemple parce qu'il est très connu, ben, c'est un manga, c'est un shonen dans le genre qui est adressé à, on va dire, un groupe de jeunes garçons, globalement, tu vois. Mais si tu t'adresses à je sais pas, tous les âges, par exemple, il y a des thèmes que tu vas aborder différemment. Donc, il faut que tu saches ce que tu vas faire. Ça va te permettre aussi de bien définir, tu vois, ton style graphique et plein d'autres choses. Maintenant qu'on a fait ça, on arrive au pilier numéro 2, c'est préparer et structurer le scénario. D'accord? Donc, avant de commencer à dessiner, on va préparer et structurer le scénario. Les erreurs qui sont faites la plupart du temps, c'est de vouloir construire l'univers tout entier. Donc, en général, le cas classique, c'est tu passes des semaines à construire ton univers, surtout dans ta tête, puis au moment d'écrire ton histoire, tu te retrouves avec un monde qui est ultra détaillé, mais t'as zéro scénario, tu vois, t'as zéro structure, d'accord? Et surtout, du coup, ce que tu as dans la tête, ça ne peut pas captiver un lecteur, en fait, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un lecteur, il reste pour les personnages. D'accord? Il reste parce que il a envie de les voir évoluer, de les voir changer et en fait de voir tout un périple autour d'eux, tu vois. Je prends encore une fois l'exemple de One Piece, mais on est attaché aux personnages. Peu importe l'île sur laquelle ils vont arriver, on a leurs objectifs, on sait qui ils sont, on a envie de suivre leurs aventures. OK? Donc avant de penser aux détails de ton histoire, tu dois construire le squelette. D'accord? Et le squelette, ça va passer par choisir ta structure narrative. La structure narrative, c'est ce qui va guider ton histoire avant même de commencer à l'écrire. Donc, il y a plusieurs types de structures narratives qui existent. Par exemple, il y a le voyage du héros qui est une structure narrative qui est super puissante, qui est utilisée, par exemple, dans des productions comme Le Seigneur des Anneaux. D'accord? C'est une structure narrative qui est en 12 étapes, c'est vraiment très costaud et c'est un schéma qui est très puissant à utiliser. Ensuite, il y a le scénario en 6 étapes. D'accord? Ça, c'est le type de structure qui est vraiment très utilisé dans un peu toutes les histoires. D'accord? Et il y a la structure en épisode. Structure en épisode, si je dois te donner un peu un exemple, ça va être une bande dessinée type Titeuf, c'est en épisode, tu vois. À chaque fois, c'est des nouvelles péripéties, mais on a un peu les mêmes choses, les mêmes objectifs des personnages, les mêmes personnalités, et on a une structure comme ça en épisode qui revient. Alors, je précise, si tu souhaites savoir quelles sont les structures narratives qui sont adaptées à ton histoire, j'ai préparé un guide complet que tu vas pouvoir récupérer directement sur mon Instagram. Donc, tu envoies tout simplement structure sur Instagram, ok, en DM directement à moi et je vais t'envoyer le document détaillé qui t'explique la structure du voyage du héros, la structure en 6 étapes et la structure en épisodes. Maintenant, une fois que tu as sélectionné la structure de ta structure narrative, ok, eh bien, tu vas devoir créer ton histoire, mais en une seule phrase, d'accord? Et je te montre la structure de cette phrase. Par exemple, ça va être un personnage doit, là tu vas caler ton objectif, ensuite, mais il va rencontrer des obstacles, et sinon, ce sont les conséquences. Donc tu vas mieux comprendre, on va faire un exemple concret. On prend l'exemple de Wish. Ce qui serait trop vague pour décrire l'histoire des bandes dessinées Wish, c'est l'histoire d'un studio de musique et d'une famille qui doit gérer son héritage. Là, on comprend le thème principal, mais on comprend pas vraiment l'histoire et les enjeux. Alors qu'avec la formule que je t'ai montrée, ça va être beaucoup plus puissant. Ça donne, Edith doit sauver le West Indies Studio légué par son père et gérer les artistes. Elle lui en a fait la promesse avant qu'il meure, mais elle découvre que cet héritage est empoisonné par les secrets de sa famille et elle doit absolument réussir, sinon elle risque de voir disparaître tout ce pourquoi son père s'est battu ces 40 dernières années. Donc là, on a vraiment tous les enjeux. On a l'objectif du personnage, ok, on a ce qui va l'en empêcher, ok, et on a les conséquences s'il ne réussit pas ou si elle ne réussit pas. Et là, c'est parfait. Ensuite, le point numéro 2, ça va être de découper ton histoire en arc narratif. Donc là, tu es en train de construire ton scénario, tu vas le découper en arc narratif, puis en chapitres. Donc là, les étapes importantes, il faut comprendre qu'un arc narratif peut comprendre plusieurs chapitres. Ok? Donc, pour savoir qui va définir ce qui se passe dans ton arc narratif, tu vas te dire qu'est-ce qui change à la fin de cet arc, tu vois? Et à chaque arc narratif, il faudra que tes personnages aient évolué, qu'on soit à une autre étape de ton récit. D'accord? Si rien ne change
il y a de fortes chances que certains chapitres ralentissent ton histoire et soient inutiles. Ensuite, le point numéro 3, ça va être de créer la fiche de tes personnages. Ça va te servir donc pour le chara-design, mais ça va aussi te servir dans le scénario, d'accord? Donc, pour ta fiche personnage, il va falloir en fait que tes personnages ils aient un background, donc un passé, d'accord? Des objectifs, ça c'est le plus important. Tes objectifs vont permettre de savoir comment le personnage, en fait, il va agir dans telle scène, qu'est-ce qu'il va penser, quelle alliance même il va pouvoir créer, etc. Ça va te permettre vraiment d'avoir une vision claire sur ton histoire. Et dans tout ça, ça va être très important de placer des émotions dominantes pour ton personnage. S'il est motivé par la colère, s'il est motivé par le pouvoir de l'amitié, j'en sais rien du tout. Il faut qu'il ait aussi des forces et des faiblesses. Et là, tu as quelque chose qui est vraiment très très complet. Si tu prends Naruto qui est réputé pour avoir des personnages qui sont très puissants, très poussés, le personnage de Itachi, on voit que c'est au début de l'œuvre, c'est un méchant, d'accord? Il est motivé globalement par la vengeance, d'accord? Et ensuite, on voit que c'est beaucoup plus subtil et qu'en fait, il est là pour protéger son frère, etc. Donc là, c'est un personnage qui a vraiment une émotion dominante, des forces, des faiblesses, etc. Il a un background, il a des objectifs et il a une évolution à la fin. Donc ça, c'est super, ok? Et je précise, si un personnage ne fait pas avancer ton histoire, il n'a pas sa place, ok? Donc soit tu lui trouves une place dans l'histoire, soit tu l'enlèves complètement. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir tendance à créer plein de, tu vois, de design de personnages, plein de personnages, tu sais, un peu comme à la One Piece, mais qui vont pas faire avancer ton histoire. Dans One Piece, l'univers est tellement large que finalement, les personnages ont chacun leur petit rôle, mais parfois, tu peux te retrouver avec des personnages superflus qui vont te demander plus de dessins, plus de temps, et qui font pas avancer ton histoire, donc tu les enlèves. Donc le point numéro 4, ça va être travailler les mécanismes narratifs exactement comme au cinéma. Ce qui donne envie de continuer, c'est pas seulement l'univers, mais c'est la façon dont tu crées de l'attente, en fait. Tu peux avoir une histoire qui est très simple, mais si tu gères très bien ce qu'on appelle le build-up, le climax et les cliffhangers, eh bien ton histoire sera intéressante. Donc là, tu verras que le lecteur, il ne tourne pas les pages uniquement parce qu'il aime genre ton univers, il tourne les pages parce qu'il a besoin de connaître la suite. Et ça, c'est parfait. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Laetitia sur toute la création de son webtoon qu'elle a aussi fait en manga. Et encore une fois, pour choisir ta structure scénaristique, envoie-moi en DM sur Instagram structure et je t'envoie le guide complet. D'accord? C'est le document, tu verras, tu pourras mieux comprendre qu'est-ce que c'est et comment choisir la tienne. Maintenant, on arrive au pilier numéro 3. Et là, on va voir que c'est la production du projet. D'accord? Donc, les erreurs qui sont faites la plupart du temps, c'est de passer plus de temps à peaufiner qu'à produire. Donc, en gros, tu passes des semaines à peaufiner donc les chara-design, tu cherches le scénario parfait avec tous les enjeux, les personnages. Déjà, tu crées trop de personnages. Et donc, tu affines, tu retravailles, tu modifies sans cesse, mais tu as 0 vraie planche de bande dessinée qui sont produites. Et il y a vraiment plein de gens, ils ont l'univers dans leur tête, mais il n'y a pas de planche, en fait, quand tu leur demandes. Ok? Donc, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre un débutant, tu vois, et un pro, ou entre quelqu'un qui n'est pas confirmé et quelqu'un qui est un pro, un expert, c'est sa capacité à mettre en scène, donc déjà à produire ses planches, mais aussi à mettre en scène son histoire. Et là, on va le voir tout de suite, c'est quoi la mise en scène. Donc là, le point numéro 1, ça va être rendre vivant tes chara-design. Pour ça, en fait, tu vas pas passer des heures à dessiner plein de personnages dans différentes positions, etc. Tu vas faire 2 à 4 poses par personnage, ok? Tu vas dessiner aussi différentes émotions et différentes positions. Pas trop de choses, d'accord? Vraiment, juste en une petite planche, ok? T'as ton chara-design qui est figé. T'as pas besoin d'aller faire les détails qui sont en dessous de ses chaussures, derrière sa tête, tous les petits trucs. C'est pas grave, d'accord? Pas besoin, en fait, tu vas perdre du temps si tu fais ça, ok? Donc, l'idée, c'est de rendre visibles les caractères principaux. Donc, ça va être la posture, ça va être les défauts, les qualités. Donc là, je parle des défauts physiques, ok? Ça va être est-ce que le personnage est musclé, fort, etc., mince, rond, ok? Et ensuite, quand je mets passé crédible, là, ça va être les cicatrices du personnage, ça va être des éléments qui permettent un peu de comprendre son mood, d'accord? Donc, chaque élément que tu ajoutes, faut comprendre qu'il doit avoir un sens, d'accord? Par exemple, prends un exemple tout bête, mais la spirale qui est sur l'épaule de Naruto, moi, pendant longtemps, je me suis dit c'est juste un accessoire random, mais en fait, il a une signification aussi. Donc, suffit d'aller se renseigner et on sait que c'est pas juste placé là par hasard. Pareil là,
le bandeau qui est sur la tête de Naruto, bon, on sait que c'est le symbole du village, du feu, etc. Donc voilà, c'est important qu'il n'y a rien qui est laissé par hasard, ok? Ensuite, le point numéro 2, ça va être de faire passer les émotions dans le storyboard. Donc une fois que tu as tes personnages, là tu passes à la production des planches. Donc en fait, il te faut transmettre des émotions et ça tu vas le faire à travers la composition, d'accord? La composition, c'est un ensemble de valeurs de plans différents, d'accord? Et de bonne composition, ça va être comment tu vas bien placer ton sujet dans ton image, d'accord? Il va falloir aussi que tu te concentres sur le rythme de lecture. Et quand je dis rythme de lecture, je veux dire, par exemple, c'est important de ne pas surcharger ces planches systématiquement. Parfois, il faut laisser respirer le spectateur, le lecteur, et donc, il va falloir parfois juste mettre une planche avec peu d'éléments là-dessus pour qu'on puisse respirer. C'est super important. Parfois, c'est pas juste raconter l'histoire en mettant plein de cases. Il y a des mangas justement qui sont trop surchargés, d'accord? Donc n'hésitez pas et vous gagnez en qualité même si vous avez dessiné pendant très peu de temps. Vous gagnez en qualité quand vous faites respirer, d'accord? Et ensuite, par la suite, une fois que toutes les compositions, tous les storyboards sont créés, ça c'est vraiment quelque chose de répétitif. Ça va être donc créer différentes valeurs de plan. Donc vous allez faire vos cases à chaque fois, ok? Mettre des émotions au maximum et ensuite vous allez créer les décors, l'ancrage et vous allez faire la mise en couleur. Si tu n'as pas ça, en fait, tu risques d'avoir des pages qui sont très belles, d'accord? Donc les dessins qui sont bien faits, mais qui racontent mal ton histoire. Une histoire bien racontée, c'est une histoire avec de l'émotion, d'accord? Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment créer des compositions qui sont parfaites pour ta bande dessinée, ton manga ou ton webtoon, encore une fois, envoie structure sur Instagram, donc sur mon Instagram en DM, il y a toutes les infos qui sont en bas de la vidéo, et je vais te donner un guide complet, d'accord? Donc t'envoies structure sur Instagram et tu auras toutes les fiches, ok? Le point numéro 3, ça va être donner du sens à tes dialogues. Donc, je précise que c'est important de comprendre que chaque bulle doit faire avancer l'histoire. Donc, soit ça fait avancer l'histoire dans l'intrigue, soit ça fait avancer les relations entre les personnages, d'accord? C'est super important. Nous, qu'on a fait les bandes dessinées Wish, on n'a laissé aucune bulle au hasard. D'accord? C'est super important de comprendre ça. C'est pas juste on met du dialogue pour mettre du dialogue. Chaque bulle va raconter, soit donner un élément supplémentaire, soit faire avancer l'intrigue, etc. D'accord? Ok, maintenant tes planches sont finalisées. Là, tu as vraiment tout ton storyboard, tu as toute la couleur, tu as même le texte qui est mis. Ok, tu as terminé ta bande dessinée. Là, il y a une question qui se pose quand même, c'est comment ça se fait que certains arrivent à avoir leur BD donc entre leurs mains, qui est prête à être montrée au monde et distribuée, alors que d'autres voient leur projet dormir pendant des années dans des dossiers. Eh bien là, c'est une étape que moi-même j'avais sous-estimée et d'ailleurs elle peut coûter assez cher en termes de temps, par exemple, si on la maîtrise pas. Cette étape, je te la donne dans le pilier numéro 4, c'est peaufiner et publier. D'accord? Donc là, c'est des erreurs qu'on voit souvent. C'est penser qu'une BD, elle est prête à être présentée dès qu'elle est dessinée. D'accord? Donc dès que tu as fait toutes les planches, tu penses que ok, c'est bon, je vais pouvoir envoyer ces images-là sur les réseaux et tout, et puis c'est bon, j'ai ma proof, j'ai tout. Non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, tu vas passer des mois à créer donc tes planches, peaufiner tes dessins, etc., finaliser ton histoire, et tu penses que ton projet est prêt, mais au moment de le présenter ou de l'envoyer à l'impression, tu découvres qu'il manque une étape essentielle, c'est l'édition. L'édition, c'est l'étape qui fait que tu passes de amateur à professionnel, tu vois, à expert. Donc, si ton édition est mal gérée, donc si ta BD est mal préparée, ben ton projet il peut être soit mal imprimé, ok, soit paraître très amateur, ou soit donner une image qui est moins professionnelle, ok. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire une bonne édition, il faut avoir un BAT, donc c'est le bon à tirer, qui est parfait. Ça, c'est le document final qu'on envoie à l'imprimeur. Donc, nous, ce qu'on veut en faisant un très bon BAT, un document bon à tirer, c'est de passer d'une BD qui est simplement dessinée à une BD qui inspire confiance. Ok? Donc, pour ça, il faut absolument préparer correctement les fichiers dans les bonnes dimensions. D'accord? Sinon, le rendu sera flou ou les éléments seront mal cadrés. D'accord? Donc là, j'insiste sur ça. Point numéro 2, donc c'est respecter les marges et les contraintes d'impression parce que certains éléments importants peuvent être coupés. D'accord? Numéro 3, il faut que tu travailles une couverture pensée pour attirer le lecteur. Vraiment ne pas négliger, c'est vraiment, on est dans un monde où la miniature, c'est super important.
C'est comme sur YouTube, c'est soit on clique sur ta vidéo, soit on clique pas. Et bien là, c'est la même chose. Soit on achète ta BD, soit on l'achète pas. Soit on la regarde, soit on la regarde pas. Point numéro 4, ça va être de soigner la mise en page pour guider le lecteur. Parce que si tu fais pas ça, ton histoire, elle perdra en fluidité. Donc là, c'est important, la mise en page, ça va être les bordures, etc. Il faut que ça soit présentable. Il faut que le lecteur puisse lire de manière fluide et que ce soit agréable. D'accord? Point numéro 5. Donc, il faut que tu anticipes le rendu des couleurs à l'impression. Parce que sinon, le résultat peut être très différent de ce que tu voyais à l'écran. Moi, ça m'est déjà arrivé. À un moment donné, j'envoie une couverture à l'imprimerie et je vois que c'est beaucoup plus foncé. Donc, dans ces cas-là, il faut très rapidement, ajuster, OK? Donc, c'est super important. Et toujours faire des tests d'impression. Ne pas imprimer ces 1000, 2000 exemplaires avant d'avoir fait un test où tout est imprimé. OK? C'est super important. Donc, la phase d'édition, elle est super importante et elle ne sert pas simplement à corriger les derniers détails, mais elle permet de protéger tout le travail réalisé avant et de transformer ta BD terminée en un produit professionnel prêt à être imprimé. Donc, j'insiste là-dessus. C'est pas juste des petites corrections comme ça. Là, c'est vraiment, ça va déterminer si c'est limite un flop ou pas. D'accord? Maintenant, tu as ta BD qui est là, elle est dans tes mains, mais tu dois encore choisir entre la maison d'édition, d'accord, qui va t'aider à distribuer ta bande dessinée, ton manga ou ton webtoon, ou est-ce que tu vas le faire en auto-édition? Donc d'accord, là c'est vraiment deux choix. Soit tu le fais par toi-même en auto-édition, soit tu passes par une maison d'édition. Et là, c'est important de comprendre que au-delà de la diffusion, l'enjeu principal, ça reste la même chose. C'est juste tu vas vendre ta BD comme ça, tu vas voir comment tu vas pouvoir utiliser ta BD en termes de preuve sociale, d'accord, et en même temps pour générer de l'argent, pour générer des clients, d'accord, et pour attirer l'attention sur ce que tu fais, ok? C'est là qu'on arrive au dernier pilier, c'est le P5, c'est professionnaliser ton projet. Donc là, tu es resté jusqu'ici. Ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre une bande dessinée qui est certes créée, mais qui va pas générer d'argent, à une bande dessinée qui est un réel levier professionnel, d'accord? Donc, les erreurs à éviter, c'est de penser qu'une BD terminée, elle suffit pour décrocher des opportunités. Comme j'ai dit, en général, ce qui se passe, c'est que tu as enfin ta BD qui est terminée, d'accord? Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas envoyer les planches et des liens vers tes réseaux sociaux en espérant que les bonnes personnes comprennent immédiatement ton travail. Mais quand les opportunités ne viennent pas, tu commences à douter de la qualité de ton projet, alors qu'en réalité, c'est juste que personne ne t'a expliqué comment tu vas pouvoir le présenter correctement. D'accord? Ta BD terminée, il faut que tu comprennes que c'est une preuve de tes compétences. D'accord? Mais naturellement, une preuve, elle n'a de valeur que si elle est correctement présentée et comprise par les bonnes personnes. D'accord? Donc, le point numéro 1, ça va être de construire un portfolio qui présente ta valeur. Alors, tu dois pas seulement mettre tes plus belles créations dans ton portfolio. Il faut que tu construises un portfolio qui inspire confiance. D'accord? Donc, qui prouve à des recruteurs, des éditeurs ou des clients que tu es capable de créer un projet complet et de le mener jusqu'au bout. Donc, à travers ton portfolio, la personne, elle doit comprendre qui tu es. Pas juste une présentation classique. Donc, il faudra que tu mettes ton parcours, pourquoi tu crées, d'accord, ce qui t'inspire, ce que tu veux transmettre et ce qui te rend unique. C'est important parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens avec qui je collabore, je travaille, c'est des personnes qui partagent la même vision que moi. Et vraiment, j'insiste sur ça, mais les valeurs et la vision, c'est vraiment ce qui va faire que les gens vont te suivre jusqu'au bout et vont être prêts à investir, tu vois, si ce sont des clients, etc., ou vont être prêts à te recruter. C'est vraiment la vision et les valeurs communes. Ensuite, ce que tu sais faire, il faudra que tu le mettes dans le portfolio, ça va être montrer donc que tu sais développer un concept, construire un univers et finaliser une œuvre entière. Les gens, ils veulent savoir est-ce que tu vas être la personne qui peut faire le job. Donc, c'est super important. Et la dernière chose, ça va être donc d'expliquer pourquoi c'est bon de travailler avec toi. Donc la personne qui consulte ton portfolio, elle doit comprendre ton univers, comme on a dit, tes compétences, mais surtout que ta manière de créer, elle est unique et que c'est pour ça qu'il doit se lancer avec toi, tout simplement. D'accord? Donc là, à ce moment-là, tu passes d'un portfolio avec des dessins isolés à un portfolio qui raconte ton histoire et qui montre ta valeur et qui crée une réelle connexion avec la personne. Une fois que tu as la connexion, parce que la connexion, c'est aussi l'émotion, là, tu vas pouvoir capitaliser, gagner de l'argent. D'accord? Donc, le point numéro 2, c'est comment transformer cette preuve pour créer des opportunités.
Donc là, c'est une fois que le portfolio il est prêt, faut savoir vers qui l'orienter. C'est pas n'importe qui, faut pas l'envoyer à n'importe qui, ça sert à rien du tout, perte de temps. D'accord? Donc il faut que tu clarifies ton positionnement. Ta réponse, elle va déterminer à qui tu parles et comment tu te présentes. Ça va pas être la même chose si tu t'adresses à des entreprises, par exemple, si tu t'adresses à des particuliers, OK? Si tu t'adresses à, je sais pas, c'est super niché, tu t'adresses à des femmes, tu t'adresses à des, je sais pas, des hommes de la soixantaine, enfin, peu importe. Il y a énormément de possibilités, d'accord? Ensuite, tu dois identifier les bonnes personnes. Donc, là, l'idée, c'est d'aller chercher les personnes qui ont un intérêt réel pour toi. Encore une fois, on ne perd pas de temps. Et la dernière chose, c'est créer des points de contact. Donc là, ça va être trouver là où tu vas pouvoir atteindre ces personnes qui t'intéressent. Donc, ça va être les réseaux sociaux, ok, la création de contenu pour aller les toucher. Et là, quelque chose à ne pas négliger, c'est d'échanger directement avec les gens. Donc, ne néglige pas les rencontres que tu fais, même si on est dans un monde très connecté. Les rencontres que tu fais dans la vraie vie, elles ont beaucoup de valeur parce que quand tu es à proximité avec quelqu'un, en fait, l'échange est déjà plus long qu'un format court qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et les gens ont beaucoup de confiance quand ils ont rencontré la personne en personne, justement. D'accord? Donc, ne pas négliger les rencontres dans la vraie vie. Et maintenant, je tiens à préciser que la première BD que j'ai faite, c'était un projet à plus de 1700 € et c'était même pas une BD complète. Donc, il y avait, une fois que j'avais clarifié mon positionnement, que j'avais fait toutes ces étapes-là, j'ai pu trouver des clients très facilement. Et aujourd'hui, c'est encore différent puisqu'on a même des projets qui touchent les 20 000 € sur de la production de bande dessinée avec des personnes qui veulent collaborer avec nous. Et c'est le cas pour notre prochain projet qui arrive dans quelques mois, les grands navigateurs antillais. Donc voilà, tout le système que tu as vu là, c'est exactement ce qu'on met en place dans notre académie Afroca, donc pour tous nos élèves, où on les accompagne pas à pas pour la réalisation de leur projet. Donc vraiment, on travaille sur la création du projet, sa professionnalisation et toutes les stratégies pour transformer justement l'œuvre qu'ils auront faite en opportunité professionnelle. Donc si aujourd'hui tu as des idées de BD, tu as des compétences, mais que tu sais pas comment passer au niveau supérieur et que tu veux transformer ta passion pour la BD en opportunité professionnelle, comme on a vu, tu peux réserver directement un appel avec moi ou un expert de mon équipe via le lien qui va se trouver en bas de cette vidéo. Ok. À la fin de l'échange, tu pourras repartir avec un plan d'action 100% personnalisé pour faire évoluer ton projet. C'est vraiment par rapport à ce que toi, tu veux faire. Et tu auras une vision claire pour les prochaines étapes qui sont adaptées à ton niveau. Ok. Donc là, c'est vraiment les objectifs qu'on va mettre en place ensemble. Donc vraiment, si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que c'est le moment pour toi de commencer. Donc, prends un appel avec nous et on commence. C'est parti.